one or many things, parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Romain m'avait dit en démarrant, aujourd'hui on fait pas long, on tient l'heure. On est déjà à 1 heure. On est déjà à 1 heure, Romain. Désolé. Donc on va finir là-dessus. Il y avait quand même quelques points qu'on voulait raconter, notamment des annonces autour d'Azure, Azure AI Studio, AI Search, un peu de fabrique. Sur Azure AI Studio, qu'est-ce qu'on a appris? Majoritairement GA, après le reste c'est des détails de choses qui étaient en preview majoritairement. Ce qui était intéressant, c'est plutôt sur AI Search, moi ce que j'ai relevé. Notamment, donc ils ont, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'ils ont, enfin, on l'a vu dans le Book of News surtout, c'est la partie amélioration de la recherche vectorielle et hybride. Donc en gros, recherche vectorielle et hybride, c'est ce qui est à la base de tous les sujets type base de connaissances interrogés via un moteur GPT. En gros, on vient indexer le contenu sous forme de vecteurs et de mots-clés. Donc, recherche vectorielle, c'est juste les vecteurs. Recherche hybride, c'est vecteurs plus mots-clés. Et en gros, avant, tu vectorisais et puis t'espérais que ça allait bien marcher, globalement. Là, tu vas pouvoir un petit peu tuner, pondérer tes vecteurs, faire tout un tas de choses de customisation un peu plus avancées que juste dire j'ai demandé à OpenAI le vecteur qui représente mon document, je l'ai stocké dans iSearch et puis j'espère qu'il me remontera le jour où j'en aurai besoin. Ça marchait très bien, c'est juste qu'on continue l'amélioration là-dedans. Deuxième point... Qui est quand même une révolution technique dans le monde de la recherche. Dans le monde de la recherche, la pondération et le choix de pondération sur du tuning là-dessus, c'est ce qui a révolutionné les moteurs de recherche aussi à la base. Donc que ça arrive là-dedans, en fait, tu le dis discrètement, mais sachant qu'en plus, c'est quand même le sujet que toutes les entreprises cherchent aujourd'hui. Enfin, tous les sujets GPT sont tous basés sur de la connaissance. Ça peut être 3 fichiers comme ça peut être 3000. Comme beaucoup plus, mais c'est quand même le sujet qu'on retrouve à chaque fois sur les projets autour d'OpenAI. Et ce qui est pas rien aussi par rapport au produit Azure AI Search, parce qu'on le rappelle, Azure AI Search, c'est le moteur historique qu'on appelait Azure Search. Et Azure Cognitive Search. Et voilà, qui a eu 3 noms, qui est basé, je crois, sur le moteur d'Elasticsearch, une version adaptée dans Azure de la logique de... C'est pas ça l'histoire ? Une implémentation de libre de... Une implémentation de modèle que exactement. Mais bon, on est quand même sur un produit dédié qui est dans le monde du moteur de recherche, donc qui a une vraie valeur pour toute entreprise qui a besoin de faire de la recherche. À un moment, on a beau parler des LLM, le LLM tout seul ne cherche pas à proprement parler. Il a besoin d'un index. C'est celui qui a rendu possible aujourd'hui la puissance des Gen AI, c'est le LLM. Sans lui, ça ne marche pas, mais c'est pas lui qui fait. Ça interopérer finalement aujourd'hui avec un moteur de recherche comme Azure AI Search et qui se densifie, qui se muscle parce que on avait annoncé du coup les bases vectorielles nativement intégrées. J'ai plus besoin d'une base à côté pour du coup porter mon vecteur. Maintenant, j'ai ces améliorations et je crois que tu avais la partie image. C'est ça. Aussi. En fait, avant pour pouvoir vectoriser des images, il fallait les convertir et les stocker sous forme de vecteurs. Là, nativement dans AI Search, on pourra avoir la vectorisation des images parce qu'en fait sur la recherche, souvent on parle de recherche de documents, mais parfois dans les documents on cherche des images. Et donc, en fait, là, nativement, on pourra vectoriser nos images. Pareil, on pouvait le faire avant, c'est juste qu'avant, il fallait le coder soi-même. Là, c'est natif. Pour le use case, peut-être à comprendre pourquoi c'est tellement important, ta pondération, etc. Moi, j'ai un exemple très fréquent. Je vais prendre un exemple très bête. Tu cherches des documents, des informations sur le télétravail dans ton entreprise. Je sais pas pourquoi, tout le monde, c'est le premier recherche qu'ils font quand ils veulent tester une IA. Malheureusement, le document qui ressort comme source principale de tous les copilotes, les IA, c'est jamais le document officiel de la DRH. C'est généralement des informations qui traînent malheureusement dans des propositions commerciales de grands comptes où on avait dû déclarer comment travaille notre entreprise pour paraître beau. Vu que c'est un document qui a été dupliqué, recopié dans plein de postes et relu, c'est lui qui est utilisé. Et là, du coup, les histoires de pondération, c'est ça aussi. Ça va te permettre de dire à une IA, ce document-là, sur ce sujet-là, c'est celui-là qui fait vraiment foi, même si c'est pas le plus consulté. Et ça, c'est très important. Ok, et ça, tu dois le faire par document ? La pondération ou c'est une bonne question. Pour l'instant, on n'a pas forcément vu de détails là-dessus. Peut-être par domaine de document, en disant tout ce qui est RH. Dans tous les cas, quand tu dis par document, en fait, quand tu vectorises dans AI Search, tu le fais en code, quoi qu'il arrive. Donc, en fait, j'imagine que tu mettras des règles en disant si c'est à tel endroit ou... Ça a plus de valeur. On ne sait pas exactement encore comment ça s'implémentera, mais en tout cas, on voit ce qui est intéressant, c'est qu'ils continuent à investir sur ces sujets-là pour toujours améliorer. Ça va permettre peut-être aussi de faire un peu le tri, parce qu'un des sujets qu'on avait remonté, c'est le côté de demain je le fais sur mon SharePoint, il y a peut-être des fichiers obsolètes et il y a un mélange d'un peu de tout. Comment, à ce qu'à un moment, je priorise quand même ceux où je sais que la source est la plus à jour dans telle partie.
plutôt qu'aller chercher un peu tout et n'importe quoi. Donc ça, de toute façon, dès qu'on aura du détail, on pourra peut-être en reparler. Donc ça, c'était Azure AI Search. Azure AI Studio, tu l'as dit, c'est de la GA. Ouais. Il y avait un peu aussi le fait de customiser, participer, je crois, à l'amélioration de modèles par secteur. Enfin voilà, il y a ça, on il parlait de monitoring, il parlait de debug aussi. Mais c'est des choses qui on a eu des choses sur la partie sécurité dans Azure AI Search, encore renforcer là tout ce qui est les thématiques d'alerte et la capacité à finement pouvoir dire sur quel mot je réagis, qu'est-ce que je fais, etc. Et il y avait aussi, parce qu'on n'a pas du tout parlé de Fabric, il y avait l'intégration du coup d'AI Search avec OneLake pour pouvoir du coup rechercher dans tes documents OneLake. Alors, ça c'est un point. On va quand même parler un peu de Fabric. Non, alors pourquoi j'en parle? Il y a quelque chose, et là où c'est important ce que tu cites, c'est qu'aujourd'hui Microsoft positionne Fabric comme le socle data de base de la GenAI aussi. Donc ils disent globalement, vous voulez faire de l'analytics ou de la GenAI, c'est Fabric. Et jusque-là, on voyait pas trop pourquoi. Tu te disais, bah ouais, je mets mes docs dans le OneLake. Qu'est-ce que je vais en faire? Enfin, pourquoi plus qu'un SharePoint? Donc là, aujourd'hui, on a des facilitateurs. Tout à fait. Du coup, une intégration va pouvoir faire du RAG sur de la donnée Fabric. C'est à peu près ça l'idée. C'est ça. Parce que là, tu pouvais déjà interroger via OpenAI tes documents qui étaient dans Fabric, parce que tu avais une intégration du coup d'OpenAI dans Fabric, mais c'était pas du RAG à proprement parler, et surtout, tu pouvais pas sortir de Fabric. Ok. Sur Fabric, on a eu 2 autres petites annonces pour les citer. J'en parle. On a parlé du Real-Time Hub. Alors, on le détaillera peut-être ce qu'il y a derrière. Globalement, on a l'impression que Microsoft veut rassembler dans une expérience unique tout ce qui touche au temps réel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on avait de manière séparée le côté stream, le côté data activator avec les alertes et peut-être d'autres choses qu'on pouvait faire le côté reporting. Là, on va avoir un workspace dédié du coup au real time, donc tout ce qui est observabilité, tout ce qui est lié au langage KQL, à l'IoT, donc avec les connecteurs. Alors, certains on les avait déjà plus ou moins, mais voilà, tout ce qui est lié à la partie IoT Hub, tout ce qui est lié à la partie, je me perds dans les noms. Streaming, c'est comment il s'appelle le côté Azure? Stream Analytics. Le Stream Analytics. Beaucoup de temps on a vu des nouveaux. Alors, il y a un connecteur qui est assez intéressant dans ce qu'on a vu en sneak peek là. Le connecteur Confluence, qui est la version Enterprise de Kafka. Je sais que ça pouvait poser des problèmes à certains clients parce que voilà, beaucoup de clients ont en entreprise la version open source, donc Kafka, mais aussi beaucoup ont Confluence. Là, on a vu apparaître le logo Confluence. Donc, il y a on le savait, on avait un peu travaillé, Frédéric et Eric, nos invités, la semaine dernière sur l'épisode spécial Fabric. On sentait qu'il y a des choses sur l'intégration, notamment le real-time qui allait arriver. Ça a été présenté, alors c'est pas hyper dense, ce qu'on a eu comme info, on en saura plus un peu après. Il y a quelque chose que je voulais parler sur Fabric qui est assez intéressant, c'est la partie kit de développement. Fabric va investir sur les partenaires qui vont pouvoir déployer de l'app dans Fabric. Donc, alors c'est pareil, c'est des démos qu'on avait déjà vu passer en vidéo. Il y a un partenaire, je sais plus comment il s'appelait, qui avait présenté une intégration native dans Fabric. L'idée, c'est que demain, il y aura des apps spécialisées pour certains éditeurs où on retrouvera un workspace verticalisé dans Fabric où je pourrais retrouver un environnement dédié à cet éditeur. Ça a été présenté, ça a été introduit, et du coup, voilà, c'est à peu près les 2 grosses annonces qu'on a eues, plus l'intégration. Mais globalement, tous les sujets, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, parce que l'année dernière, on avait beaucoup parlé, c'est l'intégration des partenaires et des ISV, enfin, tous ces sujets-là. Là, on n'a pas fait un gros truc, c'est pareil, hein, tous les connecteurs, les extensions, tout ce que j'ai raconté là, il y aura une partie store, il y aura une partie ISV, comme toujours. Mais c'est vrai que moi, c'est important, je voudrais rebondir, c'est qu'on parle beaucoup du real-time, et Microsoft, ils sont un peu fait bâché, pour être gentil, où vous dites, OK, depuis 1 an, vous nous sortez beaucoup de choses. Le real-time, plus si real que ça. Et du coup, je trouve que c'est bien qu'ils se reconcentrent dessus. Parce que... C'était pas là où ils étaient le plus en avance côté data, notamment. Ça a toujours été un peu délaissé. On a eu toute la suite Azure IoT qui avait été surinvesti, moins utilisé après. Donc voilà, là, on sent Fabric devient vraiment ce data hub. La côté real-time, c'est un environnement dédié. Pas hyper impressionnant en première vue ce qui a été proposé, mais c'est à creuser, les connecteurs peuvent être intéressants. Donc c'était à peu près ça les grosses news qu'on a eues en annexe. Si peut-être la partie, un petit Copilot Azure qui a été annoncé, qui te permet d'interroger tes ressources dans Azure. Alors ça, c'était ce dont je parlais dans GitHub Copilot pour les extensions, parce que le Copilot c'était l'extension Azure. C'est ça, le Copilot Azure existe déjà depuis un moment et te permet effectivement de
poser des questions sur l'état de ton Azure, mais par contre, moi, je m'attendais à pouvoir lui dire, OK, crée-moi un ressource group, crée-moi une app service. Et en fait, déception, il peut pas. On a eu une petite annonce avec... C'est quand même le premier truc que j'ai demandé. Il est en stage pour l'instant, il sait pas trop. On a eu une rapide annonce avec Meta, avec leur casque de réalité augmentée pour montrer qu'on pourra piloter... Ils veulent concurrencer, à mon avis, le Vision Pro d'Apple, puisque c'est exactement ce qu'ils ont montré. Bureau virtuel. Et je peux faire de la Xbox. Et manipulation de... je sais pas comment ils appellent ça. D'objet 3D. Ouais, objet spatial. Volumetric Object. Exactement. Ça. Bon, ça c'était vraiment très rapide à la fin. Donc, globalement, comme vous l'avez compris, les grosses annonces, et je vais finir sur une petite phrase à la fin, c'était la partie PC plus Copilot, donc des Copilot SLM joueurs local sur les PC pour avoir des PC plus intelligents. C'était les nouveautés de Copilot avec GPT-4o et notamment le fait d'avoir un Copilot partagé par plusieurs. En équipe, on pourra l'interroger comme un nouveau collègue. C'était toutes les annonces sur la partie du coup Copilot Studio, notamment avec SharePoint, les extensions, les agents et tout ce qui était lié à GitHub. Donc là, quand même, pas mal de choses. C'est assez dense. On a eu l'impression que c'était moins impressionnant, cet événement Build, parce que on avait tellement eu des grosses annonces entre OpenAI, les premières, Copilot M365 et Fabric, que là, c'est de l'évolution, mais il y a quand même forcément des grosses annonces. J'avoue que j'étais hypé sur la partie PC. Je vais finir juste sur quelque chose. Il y a une petite slide qui parlait du Secure by Design. Alors pourquoi faut en parler? Parce que Microsoft a subi un leak, une attaque assez importante, une des nombreuses, on le sait, l'éditeur est pas mal taquiné par les hackers, et du coup il y a un mot d'ordre, une lettre qui avait été envoyée en interne a priori, c'est ce qu'ils disaient dans la news, qui affirmait que maintenant le mot d'ordre chez Microsoft c'était le Secure by Design avant toute innovation, en disant si vous devez mettre une fonctionnalité qu'on vous a mis dans la roadmap en production, mais qu'elle ne répond pas à une logique de Secure by Design, on priorise le Secure by Design. Et ils ont montré une slide pendant la conférence réaffirmant ça. Je pense que ils auraient été pas mal challengés sur les fuites qu'ils ont pu avoir diverses et variées, comme tout le monde, faut le dire, tout le monde est attaqué et sujet à la cyberattaque aujourd'hui. Donc là, en conférence, on a la belle slide sur le Secure by Design. On va finir sur ça. J'aurais préféré finir sur la phrase de Kevin quand tu parlais de abaisser le sol, élever le plafond. Voilà, ça il est fort. Microsoft cherche à abaisser le sol, élever le plafond. Alors c'était dit en anglais, je sais plus ce que c'était du coup. C'est lower the floor and elevate the roof. Ouais, je pense pas que c'était ça, mais c'est pas grave.